Vu l'heure, on peut peut-être prendre une ou deux questions importantes. Vous trouvez les trois peut-être. J'ai une question. Là, il y avait le cas qui était traité. Est-ce qu'on peut transformer une tranche actuelle pour en faire une cogénération? Donc on a compris toute la complexité et la désoptimisation. On se posait un autre cas de figure hier. Est-il possible d'ajouter un aéroréfrigérant sur une tranche existante qui est réfrigérée en circuit ouvert? Quelles seraient les conséquences sur l'optimisation du cycle? Alors, oui, c'est tout à fait possible. Si physiquement vous avez la place pour ajouter un aéroréfrigérant, si vous faites une démonstration aussi technico-économique que je dirais ça va engendrer des coûts raisonnables. Après, si vous vous rappelez la différence entre une installation qui est directement implantée, mettons, sur rivière ou sur aéroréfrigérant, j'ai dit qu'on ne visait pas les mêmes niveaux de vide. Donc ça veut dire que, par exemple, une tranche sur rivière, vous allez peut-être avoir des pressions de condensation de l'ordre, mettons, de 40-45 millibars, quoi. Enfin, un point moyen de 40-45 millibars. Alors que sur aéro, vous allez plutôt taper sur du 65-70 millibars, quoi, en point moyen, et voire monter même à 120-130 millibars en fonction des conditions climatiques. Donc ça veut dire que ça va jouer dans le bilan technico-économique, parce que l'aéro va vous permettre peut-être de passer des situations contraintes en termes de réchauffement de l'eau, puisque là on parle de réchauffement. Il va vous générer une autre contrainte, ça va être le prélèvement, puisque vous allez avoir un débit qui va être évaporé et non restitué à la rivière. Et puis tout ça va vous coûter en termes de productible, puisque vous allez remonter de fait le vide dans l'installation, et vous allez perdre en puissance électrique. Donc voilà, c'est pas évident de vous dire comme ça que le bilan est gagnant-gagnant, quoi. Ça va être fonction un peu de la pondération des contraintes et des avantages, quoi. Voilà. C'est Et tu as un autre paramètre qui va être aussi la puissance de pompage. Parce qu'il faut remonter la flotte dans le bassin de l'aéro. C'est pas négligeable, hein. Ça te fait une bonne dizaine de mètres à pomper. Tout à fait. Ça fait partie, de l'optimisation technico-économique, quoi, en fait. Oui, mais il faut que tu aies les pompes qui puissent le faire quand même. Oui. Mais quand là, je dirais, on part sur des pompes qui sont différentes. C'est-à-dire que c'est carrément une installation dédiée, quoi. C'est pas les pompes, c'est pas les pompes d'origine qui sont réutilisées, puisque quand vous avez un débit de prélèvement qui est de plusieurs dizaines de mètres cubes seconde, et là sur un aéro, ça va être entre 1 et 2 mètres cubes seconde, c'est pas du tout les mêmes machines, quoi. Donc vous allez avoir en termes de débit, vous allez avoir une machine qui va faire moins de débit, qui va faire un peu plus de hauteur. Donc tout ça se calcule, c'est facile. Enfin, quand je dis facile à dire, mais en fait, vous avez certainement des machines qui seront peut-être pas, je dirais un peu moins consommatrices, quoi. Là. Parce que vous allez faire de la hauteur, mais vous allez avoir beaucoup moins de débit. Alors que sur une installation normale, vous avez beaucoup de débit avec très peu de hauteur. Donc le produit, voilà. Dans quelle mesure le développement des intermittents impacte-t-il sur l'optimisation du fonctionnement d'un réacteur nucléaire? On peut essayer de se placer, par exemple, dans le cadre du scénario N03 de RTE. Alors, humblement, je peux vous dire que le scénario N03, ça me parle pas comme ça. C'est quel mix? C'est du 50-50? C'est du 50-50, d'accord. Bon. J'irais d'un point de vue exploitant, avec une grosse partie nucléaire, les ENR génèrent quand même beaucoup de contraintes. Bon, il faut...
parce que on est obligé de s'effacer. Hein. Donc, il y a les problèmes, ça engendre ce qu'on disait tout à l'heure, les problèmes de manœuvrabilité avec de l'usure des matériels qui n'étaient pas forcément prévus à la base pour faire ça. Ça veut dire que aussi, on est plus des fois sur des problèmes plus graves avec la manœuvrabilité. C'est-à-dire que vous avez des tranches, elles ne vont pas descendre de 100, mettons, à 50%, elles vont descendre de 100 à la tente à chaud pendant, mettons, plusieurs jours, quoi. Donc ça veut dire que là, on va générer des problèmes qui vont être assez différents. Parce que quand on descend jusqu'à des phénomènes, jusqu'à des points de fonctionnement en attente à chaud, on peut traverser des zones où on a des transformations thermochimiques au niveau des générateurs de vapeur qui vont faire qu'on va perdre de la pression. Et quand on va remonter en puissance, cette pression, pour la regagner, il va nous falloir plusieurs semaines. Donc ça va générer des soucis. Bon, ça c'est le point auquel il faut penser. L'autre situation, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé des problématiques de calibrage des groupes dans le réacteur. Donc ça, ce sont des essais périodiques qui doivent être faits sur les tranches. Qui nécessite une grande stabilité de tranche. C'est-à-dire que vous devez avoir votre tranche qui est stable, je dirais, pendant 24 à 48 heures. Donc ça veut dire que est stable, mais à 100%, quoi. Donc quand on fait des cartes de flux ou autre, on doit être stable. Si vous avez, il faut placer ces essais périodiques de façon judicieuse, je dirais, par rapport à ce qu'on pense qui va être produit par rapport aux NR, pour que vous n'ayez pas l'obligation de vous effacer à ce moment-là, quoi. Et ça génère ça génère des contraintes. Il faut se le dire, quoi. C'est pas neutre, je dirais, en termes d'optimisation de placement des essais sur des essais périodiques qui demandent des stabilités importantes sur les tranches. Donc, par exemple, je sais que il y a très longtemps, on évitait, par exemple, de placer des essais périodiques le week-end. Parce que il y avait de la production de photovoltaïque ou de l'ENR, souvent, c'était le dimanche, ou un truc comme ça, qui arrivait et les tranches devaient s'effacer. Donc tous les essais de cartes de flux ou autres, PRGL4, Jean-Jacques, tu connais, eh bien, ils devaient être placés, je dirais, plutôt en semaine, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont des contraintes, quoi. Mais bon, voilà. Quelles sont les caractéristiques, une question technico-financière, quelles sont les caractéristiques d'Arabelle qui permettent, des turbines Arabelle, qui permettent de faire un tel, je reprends votre vocabulaire, un tel soutirage sur les finances de l'État? Alors, vous me demandez mon point de vue personnel ou point de vue personnel? Il n'y a pas de micro, Oui. D'accord, il n'y a pas de micro, mais c'est filmé. Non, une chose importante, c'est que... Bon, je dirais d'un point de vue personnel... Jean-Marie, une chose importante de ce qu'on retient, c'est que toutes les turbines Arabelle ne vont pas partout. Elles sont peu. Les turbines Arabelle, si tu préfères, vont... Il y a 95% de la part d'une turbine Arabelle qui va partout. Mais tu optimises la section d'admission et la section d'échappement. Les deux extrémités. Voilà, les extrémités. Voilà. Le sous-tirage. Le sous-tirage. Financier. Financier. Ouais, vous êtes resté accroché. Bon, alors, à titre personnel, pour moi, c'est une immense gabegie. Bon, mais ça, c'est mon point de vue. C'est un manque de vision complètement industrielle de la part de nos gouvernants, de toute façon, qui ont sacrifié l'industrie, le fleuron qui était Arabelle, et je connaissais très bien le directeur des études de R&D d'Alstom, qui était M. Lamarck, qui a très mal vécu cette période, parce que ils ont très vite compris que GE n'était pas là pour faire un projet industriel. GE était là simplement pour racheter les brevets d'Arabelle, parce qu'ils étaient en mal d'avoir une turbine aussi performante, parce qu'il faut savoir qu'Arabelle est une des machines les plus performantes au monde, hein, donc en termes de rendement.
Donc ça leur permettait d'avoir des machines très performantes à vendre, quoi. Ce qui ne les a pas empêchés après de dire qu'ils étaient très déçus par les performances d'Alstom, quoi. Donc bon, à titre personnel, c'est une gabegie, quoi. Une gabegie, un manque de vision stratégique, puisqu'il faut savoir que quand on a vendu également ces machines-là, il n'y a pas que Arabelle. Il y a également les turbines à vapeur pour les sous-marins et autres, qui sont passés sous giron GE. Donc en termes d'indépendance, on peut quand même se poser ou de souveraineté, enfin comme on veut, on peut se poser des questions. Voilà. Bon, et puis, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais il faut se méfier un peu des effets d'annonce. Dire, voilà, maintenant, tout va bien se passer, on réinternalise tout ça, on rachète et tout ça. Vous savez, c'est comme souvent les contrats d'assurance ou autres, il faut lire les petits alinéas, parce que ce qu'on va racheter, c'est peut-être qu'une part infime de ce qu'il nous faudrait, pour asseoir notre souveraineté, pour pouvoir développer ce qu'on veut développer. Parce que, il y a la turbine, certes, ça c'est une partie non négligeable de l'installation, mais il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les réchauffeurs, les condenseurs et tout ça. Et donc tout ça, ça risque de rester chez GE. Donc ça veut dire qu'on va avoir des montages je pense des montages assez difficiles à faire entre un groupe alternateur, je ne sais pas comment il va s'appeler, ce sera plus GE, mais je ne sais pas comment il va s'appeler, et puis après toute la partie d'installation qui va continuer à être sous dominance GE, quoi. Donc faut se méfier, quoi. Faut se méfier de ces effets d'annonce où tout paraît super, on dit ouais, finalement on a réintégré, ça y est, c'est bien. Enfin, moi je pense que on verra ça, on verra les conséquences. Dernière question là-bas, la dernière. Juste une question technique. J'ai été un peu surpris que vous montriez une résolution algébrique de différents étages de la turbine avec les piquages. Pourquoi pas une résolution statistique? Statistique? Oui, avec une propagation d'erreurs, etc. Je vois pas pourquoi vous voulez faire une propagation statistique, hein, parce que là, c'est comment on est, sur des choses assez bien déterministes et assez connues, quoi, en fait. D'accord. Donc, oui, là, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Pour avoir besoin, sur la valeur moyenne qui est estimée sur une puissance mécanique, on le fait de façon déterministe. Après, vous pouvez toujours faire un calcul de propagation d'incertitude pour obtenir, une incertitude sur cette puissance, mais ça va pas être le terme majeur, quoi. Ça va pas être le terme majeur. Là. Merci. Merci.